Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale du journal consacré en grande partie à l'épidémie de coronavirus. Depuis le 11 mai, la France amorce dans le calme son déconfinement. C'est un pays à deux vitesses qui se dessine désormais. L'exécutif a réparti les départements en deux catégories. Ceux qui sont peu touchés par l'épidémie sont classés verts et ont pu bénéficier des différentes mesures de déconfinement annoncées. Les autres, au contraire, car frappés plus durement par l'épidémie, sont restés rouges et doivent s'astreindre à un régime plus strict, comme c'est le cas dans les Hauts-de-France, le Grand Est et l'Île-de-France, région la plus touchée par le Covid-19. Dans ces zones rouges, les bars, restaurants, musées et cinémas restent fermés, tout comme les établissements scolaires. Quoi qu'il en soit, le déconfinement se déroulera de manière très progressive et différenciée, a insisté Édouard Philippe. Après le 11 mai, l'exécutif a fixé une nouvelle étape au 2 juin qui pourrait permettre, si les conditions sont réunies, d'amplifier le déconfinement, alors que le nombre de décès en France dû au Covid-19 s'élève à 28 871 depuis le début de l'épidémie. Le verdict tant attendu est tombé le 7 mai. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dévoilé la carte définitive du déconfinement du pays qui a débuté le 11 mai. La voici. Alors, pour établir cette carte, Olivier Véran a pris en compte 3 indicateurs: la circulation active du virus, le pourcentage de lits de réanimation occupés et la capacité des tests de dépistage. Voyons le détail tout de suite. Dans un premier temps, le ministre de la Santé a présenté la carte de la circulation du virus, une circulation qui se montre particulièrement active. Plus de 10% des patients qui vont aux urgences y vont pour une suspicion de maladie à coronavirus en Île-de-France et à Mayotte. Puis il a présenté une deuxième carte révélant les tensions hospitalières sur le territoire. Les zones sont en rouge, le quart nord-est et l'Île-de-France, lorsque plus de 80% des lits de réanimation sont occupés par des malades atteints du coronavirus. Enfin, Olivier Véran a présenté une carte détaillant le taux de couverture des besoins en tests estimés au 11 mai. La capacité de dépistage est dès aujourd'hui au niveau des besoins estimés. Vous voyez, la carte est pour le moins limpide, a-t-il commenté, ajoutant toutefois que parfois, de la théorie à la pratique, il peut y avoir des écarts. Le Premier ministre Édouard Philippe a précisé que ce déconfinement se déroulera de manière très progressive et différenciée. Après le 11 mai, l'exécutif a fixé une nouvelle étape au 2 juin qui pourrait permettre, si les conditions sont réunies, d'amplifier le déconfinement. Pour l'heure, les 2 tiers du pays sont en vert. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les habitants de ces départements? Et qu'advient-il des populations situées en zone rouge? Le point sur ce déconfinement inégal entre régions. Attendu depuis plusieurs semaines, Édouard Philippe a développé, accompagné des ministres de l'Intérieur, de la Santé, des Transports et de l'Économie, les conditions concrètes appliquées à compter du 11 mai. Le Premier ministre et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont avant tout invité les Français à adopter un esprit de responsabilité en respectant les mesures d'hygiène et de protection. Sans surprise, le chef du gouvernement a confirmé la division du pays en 2, à savoir des départements en vert et des départements en rouge. Si les conditions seront plus strictes dans les départements rouge, notamment en termes de transport et surtout en Île-de-France, une grande partie des commerces pourront rouvrir à partir du 11 mai, et notamment les boutiques de mode, librairies, fleuristes, opticiens, coiffeurs, instituts de beauté, et ce dans toutes les régions, hormis pour ceux qui se trouvent dans des centres commerciaux de plus de 40 000 m², qui pourront rouvrir uniquement sur décision préfectorale, sauf en Île-de-France où ils devront rester fermés. Les marchés de plein air et les halles couvertes seront à nouveau autorisés, sauf refus du maire ou du préfet pour des raisons de sécurité. De même, les petits musées, les médiathèques et les bibliothèques pourront eux aussi accueillir de nouveau du public. Les restaurateurs devront en revanche attendre, mais le Premier ministre a laissé entrevoir une autorisation possible début juin dans les départements en vert, et si l'épidémie est contenue, plus généralement resteront clos tous les lieux de loisirs et de culture, tels que les salles de sport ou de danse, les discothèques, salles de jeux, les cinémas, les théâtres, les grands musées, les salles de concert. Ce sera également le cas pour les établissements de formation, les salles d'audition, de conférences, de spectacles ou à usage multiple, exception faite des salles d'audience, des juridictions. Pour les plages, les décisions seront prises au cas par cas. Interdites par principe, elles pourront être rouvertes localement sur décision préfectorale. Le ministre de l'Économie a de son côté confirmé que le fonds de solidarité sera maintenu jusqu'à la fin du mois de mai, ainsi que la suppression totale des charges sociales patronales pour les commerces fermés sur décision
administratives. Enfin et surtout, des aides qui ne pourront pas remplacer le retour à la normale des clients en magasin avant plusieurs mois. Désormais, le déconfinement doit aussi se faire du point de vue de la consommation et de préférence en termes de consommation responsable et de proximité. La décision de réouverture des restaurants pourrait intervenir d'ici début juin dans les régions en vert. Reste à savoir dans quelles conditions et si l'épidémie sera contenue. Philippe Morel. Une éclaircie pourrait se dessiner pour les restaurateurs situés dans les régions indiquées en vert sur la carte synthèse des 3 indicateurs d'évolution de l'épidémie. Lors de la présentation du plan de déconfinement le 11 mai dernier, le Premier ministre a laissé entrevoir pour ces régions une réouverture des restaurants d'ici 3 semaines, soit dès début juin, une éclaircie partielle à la manière d'une carte météo qui laisserait le quart nord-est de la France couvert, Île-de-France incluse. Mais un petit rayon de soleil tout de même qui pourrait redonner espoir aux restaurateurs. Si nous saurons précisément où nous en sommes dans 3 semaines à la fin mai, s'est empressé de préciser le Premier ministre, rappelant l'impératif de la maîtrise de l'évolution de l'épidémie. Les restaurateurs restent tout de même sur leur faim tant que les si du Premier ministre ne se concrétisent pas, tout comme les secteurs liés au tourisme qui devront attendre fin mai voire mi-juin pour espérer au moins être fixés à défaut d'envisager une réouverture. Et la situation est encore plus inquiétante pour les secteurs de la culture, l'événementiel ou encore les loisirs qui ne disposent d'aucune perspective concrète quant à une possible réouverture. Depuis le 11 mai, il est possible désormais de se déplacer au-delà d'1 kilomètre de chez soi, le périmètre ayant été élargi à 100 km autour du domicile. Une pratique tend également à se généraliser, le port du masque dans les espaces clos, chirurgicaux, en tissu, improvisés. Une étude de l'université de Duke a déterminé quel masque protège le mieux contre le coronavirus. En voici le compte-rendu, il est signé Camille Dorcy. Obligatoire dans les transports en commun, dans les espaces publics clos et désormais dans certaines rues piétonnes, les masques sont devenus les alliés des Français dans la lutte contre le Covid-19. Face à une résurgence de l'épidémie, il est plus que jamais important de se protéger et de protéger les autres du virus afin d'éviter une seconde vague. Toutefois, il est primordial de faire une bonne utilisation du masque pour qu'il soit efficace. Il faut le changer aux heures prescrites, couvrir à la fois son nez, sa bouche et son menton, le retirer quand il est humide. Par ailleurs, certains masques sont bien plus performants que d'autres. Une étude de l'université de Duke en Caroline du Nord, relayée par le Huffington Post, a comparé pas moins de 14 masques différents pour déterminer quels sont les meilleurs. Pour cela, 2 critères ont été retenus, le nombre de postillons traversant le tissu et leur taille. Les tests ont été effectués sur un cobaye qui porte chaque masque en prononçant la phrase « Stay healthy people », restez en bonne santé. Premier constat, les masques improvisés sont à bannir. L'étude est sans appel, les bandanas ou les cache-cou utilisés en guise de masque sont peu efficaces. Le bandana filtre 50% des postillons et offre donc une protection très limitée qui ne saurait se substituer à un véritable masque. En ce qui concerne le cache-cou, l'université de Duke a démontré que son utilisation faisait augmenter le nombre de postillons dans l'air. Il est donc hors de question de s'emparer pour lutter contre le Covid-19. Ne rien porter reviendrait à la même chose. Les masques en tissu, eux, n'ont pas tous le même taux de filtration. Deuxième constat, l'efficacité variable des masques lavables achetés en magasin, confectionnés par Vos Soins. Les masques lavables, quant à eux, peuvent offrir jusqu'à 95% de filtration quand ils sont de bonne qualité et utilisés à bon escient. Pour atteindre ce taux, il faut qu'ils comportent 3 couches de tissu, coton, polypropylène, coton. Les masques en laine, eux, peuvent descendre jusqu'à 66% de filtration. Le Huffington Post rappelle que pour contenir l'épidémie avec succès, il ne suffit pas que vous portiez un masque. Les personnes autour de vous doivent également en être munies. Alors, quels sont les meilleurs masques pour vous protéger du coronavirus ? Le masque respirateur N95 apparaît être le grand gagnant. L'université américaine a déterminé que la meilleure protection était ce masque respirateur N95. En effet, moins d'1 millième des projections traversent le masque, ce qui fait de lui le masque le plus efficace. Non loin derrière se trouve le masque chirurgical ou masque jetable qui filtre 99% des postillons émis. L'étude souligne enfin que pour que ce taux soit effectif, il est nécessaire que le masque soit correctement porté. Par ailleurs, veillez à en changer toutes les 4 heures, autrement, l'efficacité ne sera plus la même. Depuis le 11 mai, les établissements scolaires ont pu rouvrir en zone verte. Ce n'est toujours pas le cas pour la zone rouge. Les universités françaises et les grandes écoles, elles, ne rouvriront pas
avant septembre. Les examens se passeront donc à distance. En France, les professeurs assurent un enseignement à distance depuis le mois de mars. Il faut savoir que si cette pratique peut être une réponse provisoire pour assurer la continuité éducative dans les pays largement connectés, son déploiement à l'échelle mondiale présente des limites. Voyez l'enquête de Carole Coupé. Le monde s'est presque arrêté avec la pandémie du Covid-19. Plus de 4 enfants sur 5 sont déscolarisés. Les écoles et universités fermées dans 165 pays au 26 mars et 1,5 milliard d'apprenants se retrouvent confinés. Face à cette situation, l'UNESCO organise une coalition mondiale pour l'éducation et appelle à utiliser massivement l'enseignement à distance et les moyens numériques pour garantir la transition éducative dans ce moment inédit. Le risque est grand, en ces temps de crise, de ne penser qu'à court terme de façon palliative. L'enseignement à distance, l'instruction virtuelle et la connectivité ne peuvent être la solution unique à un défi complexe. En effet, les investissements doivent s'insérer dans une logique structurelle et de renforcement des systèmes éducatifs pour préparer l'après-crise et des solutions éducatives pérennes. Nous craignons également dans ce contexte un engouffrement des marchands de l'éducation qui sont en train de proposer des solutions techniques, souvent court-termistes et à visée essentiellement lucrative, a déclaré l'UNESCO. Rappelons que pour certaines populations, et particulièrement les plus vulnérables, l'enseignement virtuel n'est même pas une option. En France, l'éducation nationale estime que 5% des élèves n'ont pas de connexion à Internet à la maison. Cela a poussé nombre d'enseignants à devoir s'adapter. Quelle sera la situation dans les États où la connectivité est encore plus limitée? En Afrique centrale, par exemple, seulement 12% de la population dispose d'une connexion à Internet. Au Brésil, seuls 42% des foyers ont un ordinateur. Et dans les foyers dont le revenu familial est inférieur à 2 salaires minimum, ce pourcentage diminue encore plus. Dans plusieurs pays, des gouvernements envisagent de prendre des mesures pour lutter contre ces inégalités. De nombreux pays investissent la télévision publique et la radio pour dispenser contenu d'apprentissage, mais aussi de prévention. Le ministre de l'Éducation du Nigeria a ainsi appelé à une extension nationale du programme de l'UNESCO. L'école vient au-devant des élèves pour atteindre les filles et les femmes non scolarisées dans le nord-est du pays. Cela signifie que l'enseignement est formaté et délivré par le biais de la télévision, de la radio et des appareils mobiles ou des tablettes fournies avec des contenus intégrés. Même avec une bonne connexion Internet, l'éducation ne peut se limiter à des outils ni à une méthodologie. L'éducation s'appuie avant tout sur une relation éducative qui vise à accompagner, à guider et à apprendre. Apprendre face à un ordinateur ne pourra jamais entièrement remplacer l'accompagnement individualisé, les allers-retours entre un enseignant et son élève, la maïeutique de l'apprentissage, ces interactions subtiles et adaptées à chaque élève. Dans un monde où les inégalités s'aggravent, permettre l'accès de toutes et tous à des services publics de qualité, parmi lesquels l'éducation est un important vecteur d'égalité. Dans ce contexte du coronavirus, nous voyons combien nous payons aujourd'hui les inégalités accumulées hier. Faisons un point sur les chiffres à présent. Au niveau national, le virus a contaminé hier 151 496 personnes, soit 1828 de plus que la veille. Le nombre de décès s'élève désormais à 28 771 depuis le début de l'épidémie dans les hôpitaux, plus 57 en 24 heures dans les hôpitaux et les EHPAD. Le nombre de personnes en réanimation s'élève lui à 1325, c'est 36 de moins que la veille. Il s'élevait, on le rappelle, à 7148 le 8 avril. 100 841 personnes sont toujours hospitalisées. Alors qu'en est-il à l'échelle mondiale? Depuis le début de la pandémie, la quasi-totalité des pays a été touchée par le Covid, plus ou moins fortement. Le nombre de cas confirmés dépasse les 6 millions, dont 1 400 000 en Europe et 1 800 000 aux États-Unis, le pays le plus affecté au monde. Le virus a provoqué la mort de 369 244 personnes dans le monde. Les États-Unis ont franchi mercredi le seuil des 100 000 décès liés au coronavirus, un chiffre qui atteste de l'ampleur de la tragédie dans le pays. Dans l'État de New York, des milliers de corps enterrés dans les fosses communes suscitent l'indignation mondiale. Le premier mort du Covid-19 aux États-Unis avait été annoncé fin février. Le pays enregistre désormais plus de 100 000 décès et près de 1,7 million de cas de nouveau coronavirus. Le nombre réel des décès et des contaminations est toutefois nettement plus élevé. Rapporté à ces près de 330 millions d'habitants, le bilan américain est inférieur à celui de plusieurs pays européens.
Les images sont saisissantes et font froid dans le dos. Une douzaine d'hommes enterrent plusieurs rangées de cercueils entassés dans une fosse commune géante. La scène a été filmée par un drone survolant Hart Island, une île au nord du Bronx abritant le plus grand cimetière de la ville, un lieu de sépulture réservé aux indigents, aux SDF, aux enfants mort-nés et aux inconnus dont les corps n'ont pas été réclamés par les familles. Ce sont des prisonniers d'une île voisine, Rikers Island, qui ont été payés pour creuser les tombes et procéder à l'inhumation. Le maire de New York, Bill de Blasio, a vite réagi sur Twitter après la diffusion de la vidéo, déclarant que les New-Yorkais étaient dévastés de voir des images de leurs compatriotes enterrés sur l'île Hart. Je veux m'assurer que tout le monde sait ce qu'il voit et ce qui se passe réellement sur Hart Island. Rappelez-vous, ce sont des êtres humains, ce sont des voisins que nous avons perdus, a-t-il écrit sur le réseau social. Épicentre de la pandémie aux États-Unis, l'État de New York totalise près de la moitié des cas de contamination recensés dans le pays et presque autant pour ce qui est du nombre de morts. La ville de New York est très touchée et beaucoup de morts provoquées par le coronavirus passent encore sous le radar. Les morgues de la ville sont saturées, les maisons funéraires et crématoriums surchargés. Certains refusent même de s'occuper des personnes décédées du Covid. Les morgues des hôpitaux peuvent généralement contenir une quinzaine de corps alors que 45 camions frigorifiques sont désormais parqués à proximité. Des corps recouverts de draps y sont placés à l'aide de chariots élévateurs à la vue des passants et des voisins. Hart Island a servi tour à tour de camp de prisonniers pendant la guerre civile, d'institutions psychiatriques, de sanatoriums tuberculeux, de lieux de sépulture pour les sans-abri inconnus et les morts-nés. L'île a aussi abrité une maison de correction pour garçons, une prison, un centre de désintoxication ou encore une base de missiles antiaériens Mim-3 Ajax pendant la guerre froide. C'est sur cette île de 400 mètres sur 1,6 km que chaque année 1500 personnes sont encore enterrées 4 jours par semaine par les prisonniers du pénitencier de Rikers Island, situé à une douzaine de kilomètres à l'ouest. L'île est d'ailleurs administrée pour cette raison par le département des prisons de New York. Les morts adultes sont enterrés dans des fosses communes de 21 mètres de long, uniquement signalées par une simple borne blanche, parfois en plastique, contenant environ 150 corps. New York, épicentre de la pandémie aux États-Unis, a enregistré 7844 morts du coronavirus et 160 000 cas confirmés dépassant celui de n'importe quel autre pays du monde. Autre pays qui suscite une vive inquiétude, le Brésil. Le géant sud-américain compte désormais 28 034 décès dus au Covid-19 selon le ministère de la Santé, devançant ainsi l'Espagne et faisant partie des 5 pays les plus frappés par l'épidémie de coronavirus. La crise s'accélère dangereusement après une nouvelle journée à plus d'1 millier de morts et un nombre record de contaminations avec 26 928 en une journée. Le Brésil est devenu ce vendredi le 5e pays le plus endeuillé au monde par le nouveau coronavirus. Dans ce classement macabre, les nations qui ont été les plus touchées par le Covid sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Un pays que le Brésil pourrait rapidement dépasser puisqu'il compte environ 1000 morts de plus. En nombre de cas, le géant sud-américain n'est d'ailleurs dépassé que par les États-Unis, qui en comptent plus de 1,7 million. Reste que les près de 28 000 morts au Brésil, ramenés à la population 131 par million d'habitants, est bien inférieur à ceux de certains pays européens, comme les 580 par million d'habitants en Espagne. Toutefois, les experts de santé publique estiment les chiffres du gouvernement de Brasilia nettement sous-estimés, faute de tests suffisants, et de l'aveu même des autorités sanitaires brésiliennes, on ne peut pas prévoir quand le pays aura atteint le pic des contaminations. En point de mire aussi la gestion très critiquée de la crise par Jair Bolsonaro qui depuis le départ semble prendre la menace du Covid-19 très à la légère. Il y a quelques jours encore, le président brésilien a enlevé son masque de protection avant de prendre un bain de foule. Cap sur l'Italie à présent, le pays a entamé le 18 mai la phase 2 de son déconfinement. Commerces et artisans peuvent de nouveau accueillir du public. Les messes sont de nouveau autorisées. Reportage Paul Turban pour l'AFP. C'est un déconfinement très symbolique pour un des pays les plus touchés par le coronavirus. Ce lundi 18 mai, en plein cœur de l'Italie et de Rome, la basilique Saint-Pierre de Rome a rouvert ses portes aux visiteurs. C'était l'image du début de la phase 2 du déconfinement. Dès début mars 2019, l'Italie a été le premier pays européen à confiner l'ensemble de sa population pour tenter d'affaiblir l'épidémie. 2 mois après, les messes vont reprendre et les commerces, cafés et terrasses vont rouvrir. Avec quelques 32 000 morts, l'Italie est profondément meurtrie et son économie est à genoux. Dès la mi-mai, Rome a déjà repris un peu vie malgré l'absence de touristes et de voitures. De nombreux Romains sont sortis dans les rues, courir, faire du vélo ou simplement se balader. Les policiers ont dispersé les quelques groupes tentés de s'asseoir alors que la plupart des Italiens portaient un masque chirurgical.
Dès le lundi 25 mai, ce sont les petits et grands commerces, les salons de coiffure et les salons de beauté, les bars et les restaurants qui ont pu lever enfin le rideau. Il est désormais possible pour les Italiens de se retrouver, famille, amis, collègues, à domicile ou à l'extérieur. En revanche, fêtes privées comme rassemblements publics demeurent proscrits. Le masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Pour se déplacer d'une région à l'autre, un justificatif reste nécessaire. Les prochaines étapes du déconfinement sont d'ores et déjà connues. Le 3 juin, l'Italie permettra de nouveaux visiteurs de l'espace Schengen d'entrer sur le territoire afin de relancer le tourisme à quelques semaines du début de la saison estivale. À cette même date, les déplacements dans le pays seront permis sans justificatif. Enfin, le 15 juin, ce sont les théâtres et les cinémas qui pourront reprendre leur activité normale. Depuis la mi-mars, si vous ne possédez pas d'attestation de déplacement lors de vos sorties en France, vous encourez une amende. En Polynésie, les 7000 amendes dressées depuis le début du confinement n'iront pas toutes dans les caisses de l'État. Le procureur de Papeete a accepté qu'elles soient transformées en dons pour la Croix-Rouge. Absence de justificatif, sortie pendant le couvre-feu en Polynésie, les gendarmes ont infligé plus de 7000 amendes pour violation du confinement. Cependant, grâce à un dispositif inédit, il suffit de remplir un formulaire pour transformer le paiement en don à la Croix-Rouge, une aubaine pour l'association très mobilisée à Tahiti, mais qui manque de moyens à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les Polynésiens devront verser 5000 francs pacifiques minimum, soit 40 €, mais ils peuvent faire un don plus important, un geste de solidarité de la part des contrevenants dans un archipel qui, selon les autorités locales, a mieux respecté le confinement qu'en métropole. Ces dons vont permettre de remplir un peu plus les étagères de la Croix-Rouge. En Polynésie française, elle vient en aide au quotidien à des milliers de personnes. Retour en France, un siège sur 2, c'est la règle d'or dans les trains depuis le début du déconfinement. Le patron de la SNCF souhaite remplir de nouveau ses trains, comme Air France remplit ses avions. Seul un siège sur 2 peut être occupé dans les trains depuis le 11 mai dernier pour assurer la distanciation sociale. Or, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, fait du forcing afin que les trains soient à nouveau remplis, comme c'est le cas dans certains pays, car la mesure coûte très cher au groupe. La SNCF estime que le système de ventilation est efficace et suffisant pour protéger les passagers. Pour convaincre le gouvernement, la SNCF a plusieurs arguments. Tout d'abord, les voisins européens ont des trains remplis à 100%. De plus, les filtres à air présents dans les trains français limiteraient la propagation du virus, l'air étant renouvelé en moyenne toutes les 6 minutes. Jeudi 21 mai, le ciel était bleu et il a fait jusqu'à 30 degrés par endroit. La météo est estivale en France et pour certains revient le plaisir de la première baignade. Mais attention, pas de serviettes sur les plages. Si de nombreuses plages rouvrent pour le week-end de l'Ascension, des règles sont à respecter. Il n'est pas question de coller sa serviette au voisin pour bronzer. Néanmoins, les baigneurs sont ravis de pouvoir revenir profiter des paysages et de nager, comme c'est le cas ici à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. Une baigneuse s'est extasée en affirmant « Je n'ai pas de mots, franchement, je viens de prendre un bain et j'apprécie encore ». Comme elle, beaucoup sont venus dès l'aube pour en profiter. Cependant, les jeux de raquettes se jouent masqués et à l'entrée, des longs corridors de barrières accueillent les visiteurs. Les baigneurs peuvent déposer leurs affaires pour se baigner, mais ils ne peuvent en aucun cas se reposer sur le sable, explique Philippe Vicensini, directeur général des services de la ville. Il est encore interdit de pique-niquer ou de bronzer sur sa serviette, des règles encore un peu floues, même pour ceux qui doivent les faire appliquer. S'il n'y a pas de sanctions pour le moment, les forces de l'ordre effectuent des contrôles. En bref, 2 dates sont désormais avancées pour le second tour des municipales, très éloignées l'une de l'autre, soit fin juin, soit carrément début 2021. Édouard Philippe l'a annoncé ce mercredi 20 mai aux chefs de parti qui se sont montrés pour le moins partagés. Au chapitre économique, Air France accélère la mise à l'arrêt de ses Airbus A380, initialement prévue pour fin 2022. La mesure prend effet immédiatement. Les 9 gros porteurs de la flotte ne transporteront donc plus les passagers de la compagnie. Voici à présent 3 minutes d'actualité, c'est garanti sans Covid. Des centaines de villages côtiers inondés, des cultures perdues et des maisons détruites par milliers. Le passage du cyclone Amphan a entraîné des scènes de dévastation inouïe en Inde et au Bangladesh, jeudi 21 mai, avec la mort d'au moins 84 personnes. Dans le détail, l'Inde a recensé à ce stade 72 morts dans l'état du Bengale occidental et le Bangladesh a fait état de 12 personnes décédées sur son territoire. Apparu le week-end dernier au large de l'Inde, le cyclone
Amphan, qui se prononce en réalité Humpun, avait atteint lundi 25 mai la catégorie 4 sur 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents de 200 à 240 km/h alors qu'il survolait encore l'océan. Il a touché terre mercredi en fin de journée au sud de la grande ville de Calcutta, accompagné par des vents de 170 km/h et des pluies diluviennes. La pandémie de Covid-19 a cependant compliqué la tâche des services de secours cette année. Pour éviter la propagation du virus, les autorités avaient appelé les déplacés à respecter la distanciation physique dans les refuges et à porter des masques. Dans la pratique, ces mesures de précaution ont cependant été peu respectées. Le cyclone a désormais faibli dans sa progression vers le nord, au point de passer au stade de simple dépression tropicale. Comme chaque année, la nouvelle édition du Petit Larousse introduit de nouveaux mots dans son corpus. Un total de 150 termes font ainsi leur entrée dans l'édition du célèbre dictionnaire, disponible en librairie le 3 juin. Les amateurs de football souligneront notamment l'apparition du mot remontada, soit la remontée de score inattendue permettant à l'équipe qui perd d'emporter la victoire dans un match de foot, alors qu'il y avait un grand écart de points entre les deux équipes. Par ailleurs, sachez que l'hipstérisation, soit la transformation d'un lieu populaire par l'arrivée en nombre de hipsters, de l'hypercentre de certaines grandes villes, fait fleurir les écoles alternatives qui sont parfois fréquentées par des enfants d'influenceurs, personnes qui, par leur position sociale, leur notoriété ou leur exposition médiatique, ont un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique, voire sur les décideurs qui jouissent des bienfaits de la flexibilisation. Nouveau mot. Comment alors retrouver une certaine coolitude ou le idj, mot d'origine nordique évoquant un sentiment de bien-être? Pour cela, il faudrait s'initier au lagom, une philosophie de la vie fondée sur la simplicité, le naturel et la modération. Mais ira-t-on jusqu'au frugalisme, ce mode de vie consistant à vivre en dessous de ses moyens, avec pour objectif de se soustraire à la société de consommation? Le Petit Larousse ne délaisse pas la sphère politique puisqu'il réserve une place aux Black Blocs, aux bloqueurs et aux partisans du dégagisme, sans oublier les illibéraux, opposés au libéralisme et à ses principaux fondements. La mise à jour du dictionnaire reflète également les grandes thématiques sociales avec l'entrée des outrages sexistes, du féminicide et des infox, mots valises obtenus à partir d'informations et d'intoxication. Des mots de plusieurs régions françaises font leur entrée dans le dictionnaire. Qui n'a pas envie de tenter sa chance au tir-li-bibi, loterie dans le Nord, sauf évidemment, comme on dit en Savoie, à jouer dans une cavagne, jouer très mal. La francophonie enrichit comme toujours la langue française, on se méfiera du brouteur ivoirien, arnaqueur opérant sur internet, et on préférera sucer un nanan, c'est-à-dire un bonbon, du Québec. Enfin, certains mots trouvent de nouvelles acceptions, comme le mot zèbre, qui peut désigner un enfant surdoué. La définition du mot coronavirus a été précisée, puisqu'une nouvelle souche découverte fin 2019 est responsable d'une épidémie d'envergure. Au total, cette nouvelle édition 2021 du Petit Larousse compte plus de 63 500 mots et 28 000 noms propres. On relèvera par exemple les entrées du romancier Guillaume Musso, de la mystérieuse écrivaine italienne Elena Ferrante, de la jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg et de la championne du monde américaine de foot Megan Rapinoe. Enfin, terminons par une histoire, celle d'une mamie japonaise de 90 ans et d'un record du monde. Et là, vous vous dites, il va être question de mots fléchés, de couture, de vieillesse. Eh bien non, remballez vos clichés. La mamie dont nous vous parlons, son truc, ce sont les jeux vidéo. Amako Mori, alias Gamer Grandma, vient d'entrer dans le livre Guinness des records. Elle est la gameuse YouTube la plus âgée du monde. Gameuse YouTube, ça veut dire qu'elle tient une chaîne sur internet où l'on peut suivre ses exploits de jeux en vidéo et parfois même en direct. On la voit par exemple jouer à son jeu préféré, GTA, un jeu violent interdit aux moins de 18 ans. Selon elle, les jeux vidéo, ça rajeunit l'esprit et visiblement ça plaît à beaucoup de monde puisqu'elle rassemble plus de 270 000 abonnés. Depuis quand joue-t-elle? Allez-vous me dire, est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est la passion d'une vie? Eh bien, figurez-vous qu'elle a commencé il y a 39 ans. Parfois, elle y joue même 7 à 8 heures par jour et elle ne regrette rien. Cela lui permet de voir la vie en rose. Sur sa chaîne YouTube, elle ne fait pas que jouer, elle fait aussi des vlogs. Ce sont des vidéos de vie quotidienne. Par exemple, on peut la voir souffler ses 90 bougies, elle mange ensuite une part de gâteau et tranquillement retourne jouer à la console, un jeu de monstres et combats. La vidéo a été vue plus de 3 millions de fois. Parlons musique à présent avec le concours de l'Eurovision qui a lieu chaque année en Europe. Organisé par l'Union européenne de la radio-télévision, il réunit de nombreux pays, principalement européens, qui sont représentés par un artiste en compétition. Cette édition 2020 s'est déroulée il y a quelques jours de manière inédite. En effet, en raison de l'épidémie de coronavirus, la compétition a été annulée et a été remplacée par un concert intitulé Europe Shine a Light,
diffusé le samedi 16 mai sur France 2. L'événement s'est tenu en direct des Pays-Bas qui auraient dû accueillir le concours annulé pour la première fois depuis sa création en 1956. Il a néanmoins permis aux 41 artistes qui auraient dû concourir de présenter leurs morceaux depuis chez eux. Nous vous proposons de découvrir notre sélection avec nos 5 coups de cœur que voici. À la 5e position, nous retrouvons la France avec Tom Leb. Impossible pour notre pays de frapper aussi fort que l'année dernière. Bilal Hassani avait pris davantage de risques en portant un message universel, mais Tom Leb se défend tout de même comme il peut. 5e place, car cette musique intitulée Mon allié, The Best in Me, est entraînante et c'est un vrai message d'amour qui est délivré. Fils de l'humoriste Michel Leb, il a toujours été passionné par la musique et il en a même fait son métier. Avec Mon allié, il ouvre son cœur et met sous la lumière des projecteurs la sensibilité masculine, une chanson qui aurait pu avoir ses chances pour remporter le concours. You are the best in me. En 4e position, nous retrouvons la Norvège qui s'impose cette année avec cette musique Attention d'une grande beauté. L'explosion, la puissance vocale et la portée d'un message, tout y est. Ulrik, c'est le nom de l'artiste, se met à la place d'une femme qui attend de l'attention et qui se sent délaissée. Elle se livre à son propre combat et par le biais des mots, elle souhaite atteindre le cœur du public et les votes également, ce qui marche plutôt bien puisqu'elle se situe haut dans le classement des plus beaux titres de l'Eurovision 2020. Qui est-elle? Ulrik Brandstrop est née en 1995 à Sarpsborg, en Norvège. Auteure, compositrice, interprète norvégienne, elle participa à de nombreux télécrochets avant d'être sélectionnée pour le concours de l'Eurovision. Une fierté pour elle et ses proches, et on la comprend. I fool myself just to make you happy. And when I do, it's all the same to you. Oh, the crazy things I do. So why do I think it's okay? Not being me because of you. And what do you want me to say? What do you want me to do? La 3e position revient à l'Italie, faisant entièrement partie de la pop rock italienne. Il se distingue par la force de sa douceur. Amoureux des textes, Diodato, c'est le nom de cet artiste, baigne depuis tout petit dans l'univers de la musique et l'Eurovision. Il sert de vitrine pour trouver son public. Sa chanson Fai Rumore nous saisit et nous emporte avec elle. Le message est perplexe, surtout lorsque le silence est évoqué. Un silence qui peut faire penser à l'ennui, mais qui peut également être lié à la mort. Ce qui est fascinant dans ce titre, c'est l'emprise que Diodato a sur son public. Un vrai génie, cet Italien. Bellissimo
À la deuxième place, un vrai coup de cœur de la rédaction. Ce groupe musical lituanien, The Roop, a frôlé la première place. Une chorégraphie que nous avons tous très envie d'apprendre et un texte porteur d'espoir pour toutes les personnes manquant de confiance en elles. Sur le feu, The Roop met le pouvoir des mots au service d'une mélodie très dynamique. Ce titre, intitulé On Fire, raconte l'histoire d'un homme qui laisse de côté ses craintes, ses questionnements et qui savoure l'instant présent. La vie est courte, alors profitons-en et laissons-nous emmener dans cette atmosphère loufoque mais tellement fascinante de The Roop, un groupe qui mérite d'être suivi de très près pour leur talent indéniable. So long to take an action and move on. No one can stop me. Through the clouds there comes the sun, and I'm ready for some fun. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Et en première position, la Slovénie, une pépite et une voix accrochée aux étoiles. Anna Soklik est une chanteuse slovène née en 1984. Elle a été sélectionnée pour représenter son pays lors du concours Eurovision de la chanson 2020 à Rotterdam avec sa chanson Voda. Mais que raconte cette musique ? Le message est également en plein dans l'interprétation. Deux possibilités, la première étant une femme dévastée, se laissant envahir et frappée par le chagrin, mais la deuxième serait un amour invincible qui survivrait à toutes les tempêtes. Anna Soklik est très mystérieuse sur la raison qui l'a poussée à écrire ce texte, mais nous en saurons sûrement davantage l'année prochaine, car elle se représentera pour défendre son pays. Souhaitons-lui que du courage, car elle en aura bien besoin, mais pas très dur de remporter l'Eurovision avec un titre aussi explosif. Et nous entendrons à la fin de ce journal l'hymne chanté par les 41 artistes et intitulé Love, Shine a Light. On termine avec notre photo du mois, direction pour cela le tarmac de l'aéroport d'Orly, où plus aucun avion ne s'envole depuis 2 mois maintenant. La fermeture de l'aéroport d'Orly, effective depuis le 31 mars, devrait durer. L'arrêt de l'activité de la deuxième plus grande plateforme aéroportuaire de France, 80 000 voyageurs quotidiens, 25 000 salariés, pourrait en effet se poursuivre jusqu'à l'automne, selon une information du journal Les Échos. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui concentre toute l'activité francilienne, pourrait de son côté fermer un nouveau terminal et n'en garder que 2, afin de faciliter les contrôles sanitaires. Les prévisions de reprise du trafic à partir du lundi 11 mai, au moment du déconfinement, n'ont pas permis d'envisager une réouverture d'Orly, alors que les frontières de l'Union européenne pourraient rester fermées durant tout l'été. Après avoir atteint un point bas historique le 25 avril, avec un trafic en recul de 91% comparé à avril 2019, le nombre de vols dans le ciel européen est remonté à 15% de son niveau antérieur en cette fin de semaine. Le trafic d'Air France se limite ainsi aux liaisons avec Toulouse, Nice et Marseille, plus quelques vols vers les principales capitales. Les vols cargo, notamment pour le pont aérien qui permet d'acheminer du matériel médical, se poursuivent, tout comme les rares rapatriements de Français de l'étranger. La quasi-totalité des autres compagnies est à l'arrêt depuis et à destination de Paris. Pour Ben Smith, le patron d'Air France KLM, le retour à la normale ne sera pas effectif avant 2 ans. Nous devons attendre la réouverture des frontières avant de pouvoir remonter en puissance, explique de son côté Aéroport de Paris.
C'est la fin de ce journal, merci de votre attention, rendez-vous le mois prochain pour d'autres informations. On se quitte en musique comme promis avec l'hymne du concours de l'Eurovision 2020. Les 41 candidats de cette édition ont uni leur voix pour interpréter un titre en commun, il s'intitule Love Shine a Light, une ode à l'amour et à l'union en cette période particulière de pandémie qui a conduit à l'annulation du concours cette année. Bonne soirée. Every little bar, let our love shine a light in every corner of our heart. And we're all gonna shine a light together. Oh, shine a light tonight way. Brothers and sisters in every little part, let our love shine a light in every corner of our heart. We're all gonna shine a light together. Brothers and sisters, in every little part, let our love shine a light in every corner of our heart. Let our love shine a light in every corner of our heart.